On peut commencer. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui pour la 7e conférence du séminaire et pour ce qui nous concerne, Hugues et moi, pour la 6e conférence sur ce thème du néolibéralisme contre la démocratie. Le titre de la conférence d'aujourd'hui, c'est « Cette fois, en finir avec la démocratie ». Ce titre, il est repris d'un ouvrage de Suzanne Georges, qui est celui-ci que je vous présente, et qui s'intitule « Eh bien, cette fois, en finir avec la démocratie ». Ce livre, c'est à la fois un roman et un documentaire. Et Suzanne Georges imagine des dialogues entre des puissants de ce monde, mais des puissants au niveau planétaire de ce monde, et elle alimente les dialogues qu'elle met en scène avec des sources documentaires très précises, et c'est tout à fait passionnant, et j'ai trouvé que son titre méritait d'être repris, et il est en tout cas très représentatif de la thèse que nous avons développée au cours de ces 6 conférences. Ce livre, je ne l'ai pas dit, il est de 2012. Cette fois, en finir avec la démocratie, 2012, au Seuil. Alors, lors des 5 conférences précédentes, ou plus exactement des 4 conférences précédentes, si j'exclus la conférence introductive. Non, c'est pas ça. C'est ici. Je vois apparaître un individu qui s'appelle Roblin. Est-ce qu'il m'entend? Michel, c'est Michel. Ah, j'ai entendu Michel. On n'entend rien du tout. Si, ça y est, là je peux aussi. Ça y est? Bon, alors. Hervé Bessis, Patricia Aluno. Oui, bonsoir. Tu nous entends? Oui, bonsoir. 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 Hervé, tu nous entends? Nous, on t'entend très très mal. Moi, j'entends correctement. Il entend correctement. C'est plus Bon. important. Alors, je disais donc que lors des 4 conférences qui ont suivi la conférence introductive, j'ai présenté 4 moments remarquables de l'effort de redéfinition du libéralisme. D'abord, le débat Lippmann-Dewey des années 1920, ça c'était le 8 décembre. Ensuite, le colloque Lippmann d'août 1938, ça c'était le 15 décembre. Ensuite, l'ordolibéralisme des années 1930 et aussi d'après-guerre, le 19 janvier. Et enfin, la 5e conférence, le 26 janvier, elle était consacrée à Hayek et elle a présenté toutes les thèses élaborées par Hayek. À moins de. Oui, ça marche. La conférence sur Hayek a présenté toutes les thèses élaborées par Hayek depuis les années 40 jusqu'aux années 70, on va dire, c'est-à-dire pendant une quarantaine d'années. L'un des fils directeurs de cet ample effort de réflexion est donc la mise en œuvre des institutions démocratiques. Celle-ci, cette mise en œuvre, elle est présente déjà chez Walter Lippmann, nous l'avons vu en détail à l'époque. Elle est un peu moins présente, un peu moins perceptible au moment du colloque Lippmann d'août 1938, mais c'est parce que le colloque Lippmann s'efforce
de sauver l'essentiel de ce colloque, et donc il s'est consacré sur l'agenda économique du libéralisme ou du néolibéralisme, comme on peut commencer à le dénommer à partir du colloque Lippmann. Et pour ne pas surévaluer ou donner trop d'importance aux questions démocratiques qui risqueraient de faire capoter le colloque Lippmann, eh bien elles sont un tout petit peu laissées de côté. Nous avons vu aussi la mise en cause de la démocratie dans l'ordolibéralisme de Eucken, l'économiste allemand, et dans l'ordolibéralisme de Ludwig Erhard en République fédérale d'Allemagne. Et puis, bien sûr, avec Hayek, la question démocratique, elle est complètement sur la table. La démocratie, elle est complètement sur la sellette, évidemment. Alors, pour aujourd'hui, la question que je vais me poser, elle est d'abord la suivante. Quel fruit va donner cette vaste mobilisation intellectuelle dont nous avons parcouru tous ces moments remarquables? Après la théorie, autrement dit, quelles pratiques, quels travaux pratiques? Et je vais donc reprendre, sous l'éclairage de ces questions générales, telles que je viens de les exprimer, eh bien je vais reprendre l'histoire des idées que nous avons passées en revue au cours des 4 conférences précédentes, mais nous allons cette fois-ci reprendre ces idées sous l'éclairage de la mise en pratique du passage à l'acte. Et donc, dans une première partie, ce que nous allons faire, c'est rappeler quelles grandes initiatives politiques ont marqué le demi-siècle écoulé. Là, cette fois-ci, je vous le fais tout de suite remarquer, nous ne partons plus de 1920, nous allons partir en gros de des années 1970. Pourquoi? Parce que ce sont justement les années qui voient la mise en pratique de l'ensemble de l'effort intellectuel que nous avons retracé. Donc, nous allons regarder quelles sont les initiatives politiques prises à partir des années 1970, initiatives politiques au sens large évidemment, et nous verrons que la plupart d'entre elles font écho à telle ou telle thèse que nous avons pu rencontrer tout au long de notre parcours. Nous verrons aussi que leur mise en perspective, c'est aussi le but que je recherche, leur mise en perspective, leur enchaînement va mieux faire ressortir le sens de chaque initiative prise individuellement et le sens de toutes les initiatives prises globalement. Ce sens qui, sur le moment, a pu, bien sûr, nous échapper. Et puis, dans un second temps, qu'est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons reprendre tout cela, mais sous un autre éclairage. Nous allons nous demander comment on peut penser cette histoire en termes de thématiques intégratives, de mots-clés, de mots magiques, de notions clés. Comment tout ça peut-il se penser, s'organiser, s'articuler, s'enchaîner? Voilà, donc 2 grandes parties, une partie plus historique et une partie plus analytique et synthétique sur les grandes notions clés qui animent tout cela. Première partie, l'offensive pratique contre la démocratie. Première partie, historique, qui commence, je l'ai dit, dans les années 1970. Alors, pourquoi les années 1970? Je l'ai dit, c'est parce que ce sont les années de la mise en pratique
du grand travail intellectuel qui a été entamé plusieurs décennies auparavant. Mais pourquoi ces années 1970 sont-elles les années de la mise en pratique? On peut avancer deux raisons. D'une part, à ce moment-là, fin des années 1960 et années 1970, à ce moment-là, le capitalisme se trouve de nouveau confronté à de fortes contradictions. Les économies des pays occidentaux avaient nettement rebondi après la Deuxième Guerre mondiale dans le contexte de la reconstruction, dans le contexte des Trente Glorieuses. Mais les années 1970 se caractérisent par une nouvelle baisse de la profitabilité du capital, qui décline de nouveau, qui avait décliné en 1920, 30, etc., qui avait un tout petit peu remonté à l'occasion des guerres, évidemment, mais, et puis remonté à l'occasion de la reconstruction et des Trente Glorieuses, mais tout ceci s'avère rapide, fugace, et dès les années 60-70, ça repart à la baisse. Et cette baisse de profitabilité, eh bien, elle va se traduire assez rapidement, dès les années 1970-80, par un commencement de financiarisation de l'économie. Cette financiarisation qui, vous le savez, s'est poursuivie sans discontinuer jusqu'à aujourd'hui, s'est poursuivie et s'est, on peut le dire aussi, accélérée au fil du temps. Emmanuel Brassard souligne ainsi qu'au marché de consommation de masse défaillant, le capitalisme a substitué la spéculation sur les marchés financiers, sur les valeurs boursières, titres d'assurance et de crédit, obligations, actions, monnaie, matières premières. Il s'en est servi et il s'en est suivi une succession de crises, de dépressions et de périodes de relance marquées par la crise financière de 2008. Oui, c'est plutôt, entre parenthèses, oui, c'est la 2008, où le capitalisme a évité de justesse une dépression comparable à celle de 1929. Alors, première raison donc, de ce tournant des années 70, c'est donc celle-là, c'est la baisse de profitabilité du capital. Et puis, il y a une seconde raison, qui est que le contexte géopolitique a évolué, bien sûr, entre la fin de la guerre et les années 70. Les dirigeants des pays occidentaux pensent, à partir des années 1970-80, que la confrontation Est-Ouest, eh bien, elle va tourner à leur avantage. Alors qu'au sortir de la guerre, il n'en était rien, ils n'en étaient pas aussi sûrs. Et c'est ce qui les avait conduits, dès avant la fin de la guerre d'ailleurs, à adopter une attitude, on va dire, d'ouverture dans toute une série de domaines comme l'économie, le social, les droits civiques et politiques, la culture, etc. Ouverture à laquelle Alain Supiot, que nous avons déjà rencontré, a donné par la suite le nom d'Esprit de Philadelphie. Esprit de Philadelphie. Et ouverture qui s'est prolongée après la guerre sous l'appellation compromis fordiste. Nous avons vu cela aussi. L'idée générale de tout ça, c'était quoi? C'était que pour ne pas jeter les peuples dans les bras des pays, occidentaux, cela va de soi, dans les bras des pays communistes, eh bien, il fallait que les pays occidentaux soient, on va dire, présentables. Et dans les années 1970-80, eh bien, c'est justement ça que les dirigeants occidentaux
considère comme étant devenu obsolète. Donc notre survol commence dans les années 70 et il va commencer aux États-Unis. Dans les années 60-70, aux États-Unis, la conflictualité sociale est élevée et violente. En outre, la révolte fiscale gronde et ces événements conduisent le libéralisme à remettre en question le modèle démocratique. Je vous renvoie pour la description du contexte états-unien à Grégoire Chamaillou, dont nous avons parlé à plusieurs reprises, et à son ouvrage « La société ingouvernable », dont vous avez un résumé, un condensé détaillé ou un abrégé, on pourrait dire, sur le site des Amis de la Liberté. L'idée s'impose, dit Chamaillou, de restreindre drastiquement les marges de manœuvre du pouvoir gouvernemental en matière sociale et économique. Et la constitution de Hayek, la fameuse constitution de la liberté de Hayek, nous l'avons vu, eh bien, elle s'inscrit pleinement dans cette perspective. Chamaillou la présente comme un paradoxe. Paradoxe d'une situation constitutionnelle ou d'une constitutionnalisation destituante. C'est sous cet éclairage de ce paradoxe que vient qu'exprime Grégoire Chamaillou, que vient de citer Hugues, c'est sous cet éclairage, donc restreindre les marges de manœuvre du politique, qu'il faut comprendre l'incessante et entêtante offensive idéologique sur l'équilibre budgétaire, la lutte contre les déficits lancée au cours des années 1970 et qui n'a pas cessé depuis. C'est sous cet éclairage aussi qu'il faut comprendre les critères de Maastricht, qui sont des critères qui désarment les États. Et enfin, c'est aussi sous cet éclairage qu'il faut interpréter la construction européenne elle-même, dans son ensemble, dont la visée est de déporter des pans entiers du champ politique pour les mettre hors de portée des peuples. Lippmann et Hayek, au demeurant, dès les années 40, ne s'y étaient pas trompés, on l'a déjà dit, ils considéraient que l'Europe, une fédération européenne, était une bonne chose parce que cela permettait de mettre la démocratie hors de portée des peuples. Voilà, les néolibéraux ont fait preuve d'une remarquable constance dans leur action à cet égard. Et nous allons vous le montrer, nous avons l'ambition, l'espoir de vous le montrer à travers la chronologie que nous allons vous présenter. Nous allons l'égrener, cette chronologie, à tour de rôle, Hugues et moi. Le 11 septembre 1973 a eu lieu le coup d'État de Pinochet au Chili. Ce qui en fait un événement fondateur, c'est le fait hautement significatif que le jour même du coup d'État, les Chicago Boys étaient déjà sur place. Pendant qu'en ville, des coups de feu fusaient, ils supervisaient au journal de droite El Mercurio l'impression de la brique, c'est-à-dire le programme d'action préparé pour eux, pour la junte. Les propositions contenues dans le document, dit Naomi Klein, ressemblaient à s'y méprendre à celles que formule Milton Friedman dans Le Capitalisme et Liberté. Poursuivons. 1974, Hayek reçoit le prix Nobel d'économie. On peut imaginer, j'imagine qu'il a dû se dire ce jour-là, mon heure est venue enfin. Autre signal de l'offensive, dans le champ idéologique cette fois, c'est en 1975 le rapport de commission trilatérale intitulé « La crise de la démocratie
rapport sur la gouvernementalité et démocratie. Les auteurs dénoncent le déferlement démocratique qui risque de surcharger le système politique avec des revendications qui étendent ses fonctions et sapent son autorité. Reformulation de Jacques Rancière. Trop de démocratie, en somme, tue la démocratie. Le remède de la trilatérale. Il faut en finir avec les mouvements sociaux, l'idée keynésien, l'État keynésien et la démocratie sociale. Il faut que le démos se calme. Il s'en est suivi, dit Chamaillot, dans la société incontournable, une remobilisation intellectuelle et politique de grande ampleur. 1976. Eh bien, 1976, George Friedman reçoit à son tour le prix Nobel d'économie. 1979-1981, Thatcher et Reagan sonnent la charge. 1981, Thatcher affiche son admiration pour Hayek devant la Chambre des communes. 1981-1984, en France, la gauche se met très vite au diapason. 1992, traité de Maastricht et ses critères de convergence. 1995, le mouvement social contre les retraites est victorieux. À ce jour, c'est le dernier mouvement revendicatif national victorieux. 1999. Eh bien, en 1999, Luc Boltanski et Ève Chiapello brossent en 850 pages, dans Le nouvel esprit du capitalisme, un tableau d'ensemble des transformations du système des emplois et des conditions d'emploi intervenues dans les entreprises depuis l'après-guerre. On va résumer ce gros ouvrage d'une façon un peu cavalière et on va dire c'est la galère. 2001, attentat du 11 septembre. On a tous senti que ça allait être un tournant. Ce le fut, et bien au-delà de ce que nous pouvions imaginer. Quand l'attentat se produit, l'administration américaine a sous le coude le projet pour un nouveau siècle américain. Pour le résumer, leadership américain réaffirmé, sécurisation des intérêts américains, dépenses militaires accrues, libre entreprise partout. Mais ces concepteurs savent que pour faire accepter par les peuples la mise en œuvre de ce processus de transformation, il faudra ce qu'ils appellent un événement catastrophique et catalyseur. C'est dans ce contexte qu'interviennent les attentats du 11 septembre. La suite, vous l'avez peut-être un peu oublié, je vous la rappelle. Déclaration de guerre le 7 octobre. Le Congrès vote le Patriot Act le 26 octobre 2001. Dans la foulée, Bush crée le ministère de la Sécurité intérieure, une sorte de police présidentielle dont Trump a disposé récemment pour procéder à des enlèvements de militants de Black Lives Matter. Stratégie de sécurité nationale. En septembre 2002, Trump la réactualisera en 2017. Hausse vertigineuse des dépenses militaires en 2003. Bon, je m'arrête là. L'une des caractéristiques de ces mesures est d'aller bien au-delà de la réponse à la situation créée par les attentats. Non seulement elle crée les conditions institutionnelles et juridiques pour le fichage des individus, l'encadrement des libertés, etc. Mais surtout, elle met en œuvre, mais sans le dire, le PNAC, projet pour un nouveau siècle américain. Bush aura l'occasion de récidiver dans cette gouvernementalité d'un nouveau type qui dégaine les réformes par surprise, au moment où on s'y attend le moins.
à l'occasion d'une autre catastrophe. Cette récidive aura lieu en 2005 à la Nouvelle-Orléans, à l'occasion de l'ouragan Katrina. Cet exemple américain va percoler dans le monde entier. Quand les gouvernements ne peuvent plus engager les réformes aussi facilement qu'avant parce que la fabrication du consentement patine, alors ils attendent une occasion propice qui finit toujours par se présenter et passe à l'action sous couvert de telle ou telle catastrophe ou de tel ou tel mouvement social. C'est comme ça que dans notre pays, au fil des catastrophes naturelles ou sanitaires, où les attentats ont été votés, à un rythme de plus en plus soutenu, des lois sécuritaires et liberticides. Dernier exemple en date, le Covid, mais je continue de parcourir les années. Alors, continuons de parcourir les années. 2002, Jean-Marie Le Pen se qualifie pour le deuxième tour de l'élection présidentielle et les scores du FN ne vont plus aller qu'en augmentant. Commence une période dans laquelle nous sommes encore, qui voit beaucoup de second tours d'élections tourner à des duels bonnet blanc, blanc bonnet. Commence aussi le face-à-face délétère entre la droite et l'extrême droite. La première nommée s'efforçant maintenant de siphonner la seconde, ce qui donne les politiques qu'on connaît, par exemple le ministère de l'identité nationale de Sarkozy. 2005, le non l'emporte au référendum sur le traité constitutionnel européen, TCE. Mais il sera allègrement piétiné 2 ans plus tard, donc en 2007, avec le traité de Lisbonne, disant la même chose que le TCE, mais sans en avoir l'air. En Grèce aussi, le suffrage universel sera piétiné. 2007, à partir de Sarkozy, la gouvernementalité se fait plus autoritaire. 2012, Hollande est élu président en ayant fait croire que son ennemi était la finance. Mais il va faire des réformes antisociales importantes qui donneront lieu à une répression d'un nouveau genre des mouvements sociaux et qui vont faire perdre leurs dernières illusions aux sociodémocrates et aussi à leurs alliés. Mais il faut bien le dire, ce ralliement de Hollande au libéralisme n'intervient à vrai dire qu'après bien d'autres ralliements. Tout au long de la période, en effet, les partis socialistes d'Europe se sont ralliés au néolibéralisme les uns après les autres. Juste un exemple. C'est le bras droit de Tony Blair qui déclare en 2002 « Nous sommes tous thatchériens, maintenant ». 2012, traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance que Merkel qualifiera de contraignant et éternel. Il s'agit d'inscrire dans les constitutions des pays membres les critères de Maastricht et de les rendre inabrogables. 2012 encore, le mécanisme européen de stabilité, soi-disant destiné à assurer la stabilité de la zone euro, mais qui en fait est un subterfuge juridique pour obliger les contribuables à renflouer les banques à perpétuité. Si quelqu'un voulait encore une preuve du danger que font peser les référendums sur le fonctionnement des démocraties modernes, voilà. Le voilà. Quel est le problème? La veille, les électeurs grecs convoqués à un référendum ont rejeté à 61% les propositions de la Troïka, UE, BCE et FMI, pour sortir de la crise de la dette publique grecque. Ce référendum était une initiative d'Alexis Tsipras suite à l'échec des négociations. De son côté, Jean-Claude Juncker déclare « Il ne peut y avoir de choix démocratique
contre les traités européens. Yanis Varoufakis indiquera quant à lui que pour Wolfgang Schäuble, les règles sont un caractère divin. Le Parlement grec va voter les mesures d'austérité un peu plus tard et Tsipras démissionnera en août. 2017, eh bien en 2017, un candidat sorti de nulle part se fait élire à l'issue d'une campagne menée tambour battant au pas de charge, sur le thème ni droite ni gauche. Et ce candidat, bien sûr, c'est Macron, vous l'avez reconnu. Macron s'inscrit dans la continuité que nous venons de déplier, que nous sommes en train de déplier, et l'aggrave considérablement, nous faisant gravir plusieurs degrés dans le néolibéralisme autoritaire, de sorte qu'on peut dire aujourd'hui que la démocratie est en question plus que jamais. Voilà la chronologie que l'on pouvait vous proposer. Depuis un siècle, donc, pour le capitalisme, la question démocratique, elle est sur la table. Lippmann la remet en question dès les années 20-30. Hayek fait de même après la Deuxième Guerre. En 1975, la trilatérale sonne l'heure des travaux pratiques. La commission trilatérale sonne l'heure des travaux pratiques. Et ces travaux pratiques, eh bien, nous y sommes depuis un demi-siècle maintenant. On pourrait dire lento, tout d'abord, puis adagio, moderato, ensuite, suivi de allegro, et maintenant, on va dire presto. Voilà pour cette chronologie. Deuxième partie de notre conférence conclusive, maintenant, comment est-ce qu'on peut penser toute cette histoire? Alors, comment on peut embrasser tout ça, aussi bien en ce qui concerne les évolutions économiques, sociales, politiques, culturelles, etc. Quel rôle aussi des intellectuels, etc. Quel concept pour penser tout cela? 2 minutes ou 3 minutes pour des références bibliographiques à cet égard, à cet instant de la conférence. Je vous rappelle les 3 ouvrages pour lesquels des condensés ou des abrégés vous sont proposés sur le site des Amis de la Liberté. Donc, déjà cité les minutes précédentes. Tout d'abord, Wendy Brown, des fermes d'Emos. Ensuite, Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable. Et enfin, Barbara Stiegler, Il faut s'adapter sur un nouvel impératif politique. Mais j'y ajoute, ça ce sont les 3 ouvrages qui font l'objet de condensés sur le site. Mais j'ajoute un certain nombre d'autres références qui sont tout à fait intéressantes. Celle-ci, par exemple, de Gérard Mauger, Repères pour résister à l'idéologie dominante, aux éditions du Croquant, collection Savoir-Agir. C'est un ouvrage qui date de 2013, donc de 9 ans maintenant. Ou bien encore celui-ci, Imaginaire du néolibéralisme, sous la direction de François Cusset, Thierry Labica et Véronique Rolinde, aux éditions La Dispute, et c'est un ouvrage de 2016. Ou bien encore celui-ci, de Alain Beer, La novlangue néolibérale, la rhétorique du fétichisme capitaliste. C'est un ouvrage de 2017, un tout petit peu plus récent, mais là j'ai entre les mains la 2e édition. Une première édition devait dater sans doute de 2 ou 3 ou 4 ans auparavant. Et puis pour terminer provisoirement, La guerre des mots, combattre le discours politico-médiatique
de la bourgeoisie par Selim Derkaoui et Nicolas Framont. Et cet ouvrage, il est de 2020. Voilà. Tous ces ouvrages-là sont intéressants pour nous aider à débusquer les mots magiques, les mots-clés, les mantras du néolibéralisme. Comment est-ce que je vais procéder? Je vais vous présenter ce que j'ai appelé des thématiques intégratives autour, disons, des blocs d'idées, des blocs de mots, des blocs de notions qui constituent des moments clés dans le raisonnement, le discours néolibéral. Cédric Durand, lui, parle de centre cognitif de convergence des subjectivités. C'est un terme qu'il faudrait approfondir. Nous ne le ferons pas aujourd'hui, on le fera l'année prochaine. Alors, première thématique intégrative de tout ce que nous avons pu dire en 5 conférences. Eh bien, c'est celle de la grande société, The Great Society. Vous vous souvenez, Walter Lippmann, The Great Society, et qu'on a rencontré au fil des auteurs et des ouvrages que nous avons pu étudier. Great Society, mais vous pouvez appeler ça autrement, vous trouverez ça éventuellement sous le terme société globalisée, société mondialisée ou en cours de mondialisation. Bon, on peut aussi appeler ça société moderne, société développée, société technologique, d'autres vont appeler ça société ouverte également. Bon, tous ces termes tournent autour de la Great Society. Et peu importe comment vous appelez ça, du moment que cela connote du big, de l'énorme, que cela connote de l'open, du global, que cela connote de la mobilité et aussi de l'agilité, terme qui est apparu dans le discours médiatique depuis quelques années. Du moment aussi que cela connote de l'imprévisible ou bien encore du lubris, de la folie, on va dire. Tout ça pourra le faire et amusez-vous à traquer tout cela dans la bouche des hommes politiques ou bien dans les médias mainstream. Eh bien, vous ne serez pas déçus. Donc, première thématique intégrative, The Great Society, la grande société. Deuxième thématique, cette Great Society, cette grande société, disent les néolibéraux, elle a fait de nous des individus profondément et irrémédiablement inadaptés, accrochés comme des berniques aux situations familières, incapables de voir plus loin que le bout de leur nez, en retard, à la ramasse, à côté de la plaque. Et là, même conseil que précédemment, traquez donc ces idées ou ces termes dans la bouche des politiques ou bien dans vos médias mainstream préférés. Cette première et cette deuxième idée, elles conduisent à une troisième thématique intégrative et qui est relative à la démocratie. Elle est relative à la démocratie, je vais la subdiviser en 2 idées particulières. Première idée particulière qui est relative à la démocratie, c'est de dire qu'il est impossible de demander au peuple comment naviguer dans cette grande société. Impossible de demander au peuple de participer à la définition du cap à suivre. Borné comme il est, notre survie
notre survie serait en jeu. Impossible de demander au peuple, mais c'est aux experts qu'il faut demander ce genre de choses. Et le cap qui va en résulter, évidemment, ce sera le cap d'une compétition juste, d'une compétition ouverte à tous, mais cela va de soi avec un maximum d'égalité des chances. Et là aussi, je renouvelle mon invitation à traquer, scanner les discours politiques ou des médias. Et la deuxième idée qui est relative à la mise en cause de la démocratie, c'est de dire qu'une fois le cap défini par ceux qui savent, par les experts, eh bien il faut faire la pédagogie des réformes auprès du peuple. C'est l'objet d'une nouvelle industrie, au demeurant, qui s'appelle la fabrication du consentement, Manufacture of Consent. Là aussi, souvenez-vous, nous avons rencontré cela dès les années 1920. Et cette manufacture du consentement, elle est opérée en liaison étroite avec qui? Avec, bien sûr, les médias mainstream. Alors, manufacture du consentement, mais si le peuple ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut persévérer dans la pédagogie. Persévérer dans la pédagogie. Et s'il ne comprend toujours pas, eh bien, n'oublions pas qu'après la pédagogie, il y a la matraque, évidemment. Et toujours le même conseil, vous traquez et vous scannez. Voilà, 3 premières idées. Alors, la 4e thématique intégrative, c'est celle qui concerne l'homo economicus. Qu'est-ce à dire? La thématique de la grande société, l'idée de la grande société, elle est indissociable de celle de la globalisation et de la mondialisation. Nous l'avons déjà vu, nous venons de le voir. Elle conduit à mettre au premier plan l'économie, et avec l'économie, à mettre au premier plan l'échange, le marché, la concurrence. La grande société est donc une société d'homo economicus, exit l'homo politicus, place à la gouvernance, place au nouveau management, place dans la fonction publique à ce qu'on appelle the new public management. Et pour ce qui est de la France, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire d'elle? On va faire d'elle une start-up nation, évidemment. Exit aussi la vertu civique, place, au lieu de ça, place à l'esprit d'entreprise, place à l'individu entrepreneur de soi et responsable en même temps, bien entendu. Je vous renvoie là à Wendy Brown qui explique très bien tout cela dans Défaire le débosse. Et je répète, une fois encore, mon conseil, traquer et scanner. 5e thématique intégrative, la mise au premier plan du marché, de la concurrence, de la globalisation, etc. Eh bien, cela fait advenir une thématique entêtante, celle du risque, celle de la compétitivité, de la maîtrise des coûts, en particulier le coût du travail, cela va de soi, la thématique de la cote de crédit, des gains et des pertes, du déficit budgétaire, de la glorieuse incertitude des affaires, de la crise, de la dette, de l'adaptation des effectifs, de la gestion de la pénurie et, en fin de compte, de l'austérité.
Voilà, vous voyez, tout ce bloc d'idées qui tournent toujours plus ou moins autour de la même chose et toujours le même conseil ou la même incitation, vous traquez et vous scannez. Voilà donc 5 premières thématiques intégratives. Ces 5 thématiques, on peut les regrouper, les envisager toutes ensemble et il en découle, il s'en déduit, on peut en déduire une 6e thématique intégrative qui est que la démocratie, finalement, n'est plus du tout raccord avec la grande société. Mais alors, plus du tout. Ni l'homo economicus, qui est à la ramasse, ni les règles du jeu économique, ni le contexte de la mondialisation ne permettent de continuer à traîner cette utopie obsolète. L'heure est venue de la dédémocratisation. Dédémocratisation, ainsi que la nomme Wendy Brown. Je vous renvoie à son livre ou à mon abrégé. Wendy Brown écrit à cet égard dans Des Fers de Démos que la rationalité politique néolibérale compromet les progrès de l'idée démocratique par l'élimination de l'idée même de démos, par le triomphe d'homo economicus sur homo politicus, par l'hostilité à l'égard de la politique et l'économisation des termes de la démocratie libérale, ainsi que le remplacement des valeurs juridiques démocratiques libérales et de la délibération publique par la gouvernance et le nouveau management. Un peu plus loin, elle constate, pour le regretter, que la menace que le néolibéralisme représente pour la démocratie suscite bien moins d'inquiétude que ses effets catastrophiques sur la vie des gens. Or, précise-t-elle, si on renonce à gouverner soi-même, il n'y a qu'une seule autre alternative possible, c'est d'être gouverné par les autres. Donc là aussi, bien sûr, vous traquez et vous scannez les discours politiques ou bien les médias mainstream. Regardez par exemple, là je prends un exemple, regardez par exemple comment le Parlement est traité depuis des années et surtout depuis 5 ans d'ailleurs. Regardez la multiplication des conseils de défense confidentiels en lieu et place des conseils des ministres ou bien des réunions interministérielles, des conseils interministériels. Voilà, donc 6e idée importante, la démocratie est une utopie obsolète, elle n'est plus raccord avec la grande société. Et j'en viens à la 7e thématique intégrative, j'évoquais l'État à l'instant. Eh bien, que devient l'État dans tout ça? Que devient l'État dans tout ça? Alors on va dire que ce qui est globalement attendu de lui, c'est de se mettre au service de la grande société, bien sûr, au service de cette grande société emportée dans le flux infernal de la mondialisation. Bon, ça c'est une demande, une attente générale adressée à l'État, mais qu'on peut décomposer en 2 demandes bien différenciées, bien différentes. On pourrait dire orthogonales. La première demande qui est adressée à l'État, c'est de s'occuper le moins possible d'économie. S'occuper le moins possible d'économie. Dans toute la mesure du possible, l'État doit rester à la porte des entreprises et des marchés. Si l'État intervenait de manière débridée dans tous les domaines, cela ne pourrait, pensent les libéraux, que le mettre à la portée des lobbies de toutes sortes et finalement diriger vers lui
une multitude de mécontentements, lesquels mécontentements viendraient s'ajouter à tous ceux dont il est déjà la cible, eu égard à toutes les réformes, entre guillemets, qu'il conduit au quotidien, si je puis dire, dans le cadre d'ailleurs de la politique libérale d'ensemble, qui est une politique, au bout du bout, d'austérité. Et puis, la deuxième demande qui est adressée à l'État, différente, c'est de lui demander d'être un État gendarme à plusieurs niveaux. État gendarme à plusieurs niveaux. 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que l'on demande à l'État de prévoir et d'organiser les conditions institutionnelles et juridiques du fonctionnement de l'économie, du fonctionnement des entreprises, du fonctionnement des marchés, de la concurrence libre et non faussée. Il a, dans ce domaine, il doit avoir une capacité d'initiative propre et il doit aussi d'ailleurs acclimater au niveau national les directives européennes. Premier niveau. Mais deuxième niveau, et d'une manière plus générale, on va dire, on demande à l'État d'imposer le respect de l'ensemble des règles de droit de toutes sortes qu'il édicte. Et enfin, troisième niveau, il doit assurer l'ordre dans la société. Dans tous ces domaines, il doit être présent et fort. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Dans tous ces domaines, l'État doit être présent et fort. Il doit avoir les mains libres. C'est aussi pour cette raison, d'ailleurs, que la dédémocratisation que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, que cette dédémocratisation s'impose, sachant que, quoi qu'il en soit, il doit savoir faire usage, en dernier ressort, de ce que l'on appelle si joliment la violence légitime. Alors, cette question, voilà les 7 thématiques intégratives qu'à mes yeux, on peut proposer pour nous aider à décoder le discours néolibéral au quotidien. Cette question du cahier des charges de l'État vis-à-vis de l'économie et de la société, elle est posée, à vrai dire, depuis que la réflexion sur le libéralisme est engagée, et elle a souvent donné lieu à des incompréhensions et des malentendus, et il a souvent fallu repréciser les choses. Nous allons maintenant vous en donner un exemple. Chamaillot rappelle ainsi ce que Carl Schmitt, célèbre juriste, disait en novembre 1932 à un parterre de patrons allemands. Il leur disait au fond ceci, Chamaillot reformule: vous voulez libérer l'économie, vous voulez en finir avec l'interventionnisme de l'État social, le pognon de dingue, avec une dépense publique excessive, avec des charges fiscales qui s'en suivent, avec ce droit du travail qui vous entrave, etc. C'est entendu. Mais il faut bien vous rendre compte que pour obtenir cela, c'est-à-dire un certain retrait de l'État hors de l'économie, il va vous falloir tout autre chose qu'un État minimal et neutre. Il va falloir en effet tout autre chose qu'un État minimal et neutre. Effectivement, il va falloir, dit Carl Schmitt, un État fort, capable de museler les oppositions sociales et politiques, mais dont le conférencier assure à son auditoire que la puissance, bien sûr, on vient de le dire, s'arrêtera à la porte des entreprises et des marchés. Un État fort, mais dont la puissance s'arrêtera à la porte des entreprises et des marchés. Ce qui est
tout aussi intéressant que ce texte de Carl Schmitt. C'est la réplique qu'un autre célèbre juriste allemand, Hermann Heller, celui-là proche du SPD, la réplique que Hermann Heller adresse à Schmitt quelques semaines plus tard, en mars 1933, et à ce moment-là, Hitler est devenu, entre-temps, Hitler est devenu chancelier de la République de Weimar depuis le 30 janvier. Chamaillou, là encore, reconstruit la réplique de Hermann Heller et il la commente en 2 points. Vous allez voir à quel point ces propos de 1933 de Hermann Heller nous amènent au bord du politique et à quel point ils sont toujours actuels. Le premier point que aborde Chamaillou. Premier point donc. Sur quoi va se fonder l'autorité de l'État fort? À en croire ses défenseurs sur le président du Reich, lui, et uniquement lui, seul responsable devant Dieu. On est autrement dit en présence d'une conception autocratique de l'autorité politique qui prétend ne l'asseoir que sur elle-même. Or, cette conception ne s'oppose pas, comme on voudrait nous le faire croire, à l'absence d'autorité, mais bien plutôt au fondement démocratique de celle-ci. Elle estime, en effet, que le piège face aux partisans d'un État autoritaire serait de se laisser enfermer dans un débat stérile entre autorité et laxisme, une antithèse trompeuse en ce qu'elle entérine le présupposé contestable qu'un pouvoir démocratique serait nécessairement dépourvu d'autorité politique. L'erreur de la gauche, confrontée à ce tournant autocratique, a été de se cantonner dans son rôle de défenseur des droits comme contre les abus du pouvoir. Or, ce positionnement défensif axé sur la sauvegarde des droits et des libertés, aussi nécessaire soit-il, reste insuffisant. Pour mettre à mal le libéralisme autoritaire, il faut lui disputer le terrain du pouvoir. Et le deuxième point que Heller aborde et que Chamaillou reformule, il est le suivant. Cette autorité autocratique, quelle va ensuite être son extension, jusqu'où est-elle censée aller? Les partisans de cet État total fort veulent-ils réellement un pouvoir sans limite? Non seulement pas, clarifie Heller, cette rêverie exaltée, il la laisse à d'autres sur leur droite. Les Papen ou les Schmitt, eux, savent bien que le pouvoir en question ne peut pas être total. Heller nous adresse ici un autre conseil de méthode. Face à un pouvoir autoritaire, ne pas se laisser abuser par l'image totalisante qu'il projette de lui-même. Ne pas postuler qu'il exercerait une emprise absolue, intégrale et uniforme. Être attentif au contraire à ses bornes, à ses manques, à ses disparités. La bonne question à poser est celle-ci. Cet État autoritaire, envers qui, au juste, est-il? Avec et qui ne l'est-il pas? La pierre de touche réside dans le rapport que cet État entretient avec l'ordre économique. Comme le dit Heller, en effet, dès que l'on en vient à parler d'économie, l'État autoritaire renonce entièrement à son autorité et ses porte-paroles soi-disant conservateurs ne connaissent plus d'autres mots d'ordre que celui-ci: liberté de l'économie par rapport à l'État. Cet appel au retrait de l'État hors de l'économie se révèle lui aussi à géométrie variable, car cela n'implique pas, bien sûr, que l'État pratique l'abstinence dans la politique de subvention accordée aux grandes banques, aux grands industriels, aux gros exploitants agricoles, mais bien plutôt qu'il procède au démantèlement autoritaire de la politique sociale.
Derrière l'état total qualitatif encensé par Schmitt se profile donc autre chose, un état fort faible, fort, commande Wolfgang Strick, contre les revendications démocratiques de redistribution sociale, mais faible dans sa relation au marché. Un état fort avec les faibles et faible avec les forts. Et cette asymétrie, celle d'une politique de classe qui en constitue le cœur. La stratégie fondamentale du libéralisme autoritaire se résume ainsi. Procéder à une désétatisation de l'économie et un retrait de l'État hors de la politique sociale par le biais d'une étatisation dictatoriale du champ politique. Je reprends, parce que la stratégie fondamentale du libéralisme autoritaire se résume ainsi: procéder à une désétatisation de l'économie et un retrait de l'État hors de la politique sociale par le biais d'une étatisation dictatoriale du champ politique. Alors, vous voyez, on pourrait croire que ces deux grandes citations commentent la politique économique et sociale et la politique tout court d'aujourd'hui. Eh bien non, ce sont des propos qui datent des années 30. Des années 30. Et bien, ils n'ont pas pris une ride. Ils ont 90 ans au compteur et ils n'ont pas pris une ride. Voilà pour cette conférence conclusive. Nous en avons terminé. Nous avons présenté cette conférence comme conclusive, mais on a un tout petit peu tordu les choses. Pourquoi? Parce que, à vrai dire, et vous l'avez remarqué, il y a deux conférences qui étaient prévues qui n'ont pas été encore prononcées parce que les conférenciers étaient indisponibles, et d'ailleurs, ils le sont toujours. Il s'agit de la conférence de Dominique Bendo-Soupou sur la question de la démocratie réelle et de la conférence de Maria Donzelli sur la situation de la démocratie italienne. Nous pensons, au jour d'aujourd'hui, nous pensons que ces deux conférences, nous espérons pouvoir les programmer en mai ou en juin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et nous allons maintenant vous passer la parole. Nous allons passer la parole à qui veut bien la prendre. Les micros. Je peux les ouvrir, mais les personnes peuvent... Vous pouvez demander à ce qu'on vous ouvre le micro, si vous le souhaitez. Si vous souhaitez. Oui. Jean Roblin. Oui, tout ce que vous avez dit était, à mon avis, très vrai et très fondé. Mais il y a un aspect peut-être dans ce néolibéralisme pratique que vous avez un peu gommé et qui est en quelque sorte à l'intérieur même du capital le fait qu'une fraction dominante en a remplacé une autre. Le néolibéralisme des années 70 n'était pas la seule réponse possible à la baisse du taux de profit et, disons, à la crise de l'exploitation dans le Fordisme. La preuve, le toyotisme au Japon, par exemple. Hein, le Japon est un pays extrêmement conflictuel après la guerre, et puis, à l'aide de la refonte des procès de travail dans le toyotisme, c'est devenu le prototype de la paix sociale. Bon. Et il y a un autre facteur qui joue dans le néolibéralisme, c'est tout simplement
le capital financier qui prend le pouvoir sur le capital industriel et qui renverse en quelque sorte la domination. Et ça se voit aussi par exemple dans le rapport avec la force de travail. Comment faire baisser les salaires en remplaçant une partie du salaire par le crédit, qui a été en somme une dépendance directe du salarié face aux institutions financières, beaucoup plus grande que ce qu'il y avait avant. Bon. Et il y a une deuxième question qu'il faudrait se poser. Pourquoi ça a si bien compris? Pourquoi leur victoire absolument mais écrasante? Bon. Et là, il y a un événement qui me semble symbolique, c'est la grève des mineurs en Angleterre, sous Thatcher. Ah oui. Il faut se souvenir, ben oui, 18 mois de grève, bon, un échec complet, et à la suite de ça, la traînée de poudre à peu près partout. Et là, il y a un facteur qui est écrasant, c'est qu'eux ont internationalisé l'économie, mais que les mineurs anglais, ils étaient tout seuls. Je me rappelle qu'à l'époque, même en France, on n'en parlait pas tellement de la grève des Anglais. Il n'y avait pas un soutien syndical, il n'y avait pas de collecte de fait pour les soutenir. Et ça a été, je crois, une des causes majeures de la défaite ouvrière dont on paye toujours le prix aujourd'hui. Ouais. Voilà, ouais, ça va être un peu... Non, pas du tout. Mais tu as complètement raison, effectivement. Bon, je l'ai évoqué un petit peu, mais c'est vrai que ça gagnerait à être accentué, bien entendu. J'ai évoqué le mouvement de financiarisation qui a commencé dans les années 1970-80 et qui ne s'est jamais démenti. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait préciser et mieux thématiser. Et en ce qui concerne le mouvement ouvrier, la grève des mineurs avec Thatcher est emblématique. Sans doute que la grève pour les retraites en France marque peut-être le ralliement du néolibéralisme français hexagonal à cette stratégie globale vis-à-vis des oppositions, vis-à-vis du mouvement ouvrier. C'est sûr que dans les années 2000, le pouvoir adresse un message fort au mouvement ouvrier en ne lâchant rien sur la grève des retraites. Merci Jean. Autre question, autre demande de parole. Oui, RBB6. Oui. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais faire une remarque. C'était que ce qui se passe dans le domaine, on va dire, politique, donc avec cette hégémonie, on va dire, du néolibéralisme, finalement, on va dire, la population, elle est habituée dans le domaine économique et social, au niveau des entreprises et des administrations, depuis déjà au moins une, voire 2 décennies minimum. C'est-à-dire que finalement, quand ça s'est manifesté dans leur politique, les gens, ils étaient déjà complètement habitués d'entendre ce discours et de subir un petit peu ce mode de fonctionnement depuis 10 ans, 20 ans, voire davantage au niveau du monde du travail, quoi. Donc finalement, ils n'ont pas été du tout étonnés que ça se transpose dans le domaine politique, puisque c'était, entre guillemets, ça aurait paru tout à fait dans l'ordre des choses si on transposait on va dire, l'ordre économique et social dans l'ordre politique. Donc c'était le premier point. Et d'autre part, par contre, là où j'ai un peu un petit désaccord, c'est dans le côté désétatisation de l'économie. Parce que moi, ce que je constate plutôt, c'est que finalement, il y a on va dire, une convergence entre l'État et, on va dire, les plus grandes entreprises, quoi. Finalement, ils vont de pair dans le même sens.
il n'y en a pas un qui est complètement, on va dire, dominé par l'autre. En réalité, il y a plutôt que conjonction des deux, voire confusion des deux, quoi. C'est pas, disons, un État soumis par rapport à un monde économique et social dominant, quoi. Finalement, c'est un peu la même chose, quoi. D'accord. Alors, et on voit dans certaines très grandes entreprises, donc je ne vais pas citer laquelle, que je suis tenu au devoir de réserve, les dirigeants, normalement ils sont nommés par le conseil d'administration. En réalité, l'État même minoritaire au conseil d'administration, c'est lui qui nomme les dirigeants de l'entreprise, quoi. bien sûr. Donc, Bien sûr. Alors, voilà, c'était un peu la remarque que je voulais faire. bien sûr, bien sûr. Merci. Je réponds immédiatement. Alors, sur le premier point, tu as raison quand tu dis que depuis 2 ou 3 décennies, dans les entreprises, de nouvelles méthodes de gestion de la force de travail ou des ressources humaines, comme ils disent, ont vu le jour. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons l'année prochaine sous un angle un petit peu différent qui sera celui de l'hégémonie, et nous regarderons comment le système s'est construit au fil des décennies, une nouvelle hégémonie dans le monde du travail, dans les entreprises. Et nous nous appuierons, je le dis tout de suite, sur un ouvrage que j'ai cité tout à l'heure, d'ailleurs, dans la chronologie, c'est celui de Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme, qui décrit très bien ces choses-là. Nous allons y revenir très en détail. Et donc il est bien vrai que la précarisation globale du monde du travail, des conditions d'emploi, bien sûr, elle a ouvert la voie, ou elle s'est fait en même temps, c'est selon, mais au moins elle a aussi, on peut le dire, ouvert la voie à la précarisation de toute une série d'autres institutions sociales, culturelles, économiques, etc., etc. Sur le thème de la désétatisation, ta remarque m'amène à préciser quelque chose. Nous ne sommes pas en désaccord, ta remarque est juste, mais je voudrais préciser quelque chose. Quand je dis désétatisation, ce que j'entends par là, c'est le fait que l'État se retire d'un certain nombre d'activités économiques. Et là, je renvoie au vaste mouvement de privatisation auquel nous avons assisté depuis les années Jospin, je crois. Hein. Peut-être avant, ce serait à vérifier, mais au minimum depuis les années Jospin. Donc, le vaste mouvement de privatisation. L'État se retire de l'économie, les autoroutes, etc. Et puis, même quand certaines entreprises publiques gardent encore le statut d'entreprise publique, on sait bien que leur capital, d'ores et déjà, il est largement privé. Donc ça, c'est la première réaction que m'inspire ta remarque. Et la deuxième réaction, c'est de dire que cette désétatisation que je viens de raccrocher à la privatisation, c'est pour faire court, cette désétatisation, elle s'accompagne, et c'est là où ta remarque, tu vas retrouver la remarque que tu viens de faire, elle s'accompagne d'un rôle d'un rôle accru, plus musclé de l'État pour tout ce qui concerne les cadres de l'action, c'est-à-dire les lois, les règlements, les règles du jeu, les procédures selon lesquelles le marché doit fonctionner, la concurrence doit s'exercer et le profit doit se faire. C'est ça
ce que... et toi, tu appelles ça, on peut le dire comme ça, bien sûr, tu appelles ça la connivence entre l'État et les grandes entreprises du CAC 40, pour faire court. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une demande de retrait de l'État dans l'économie. On lui demande de rester à la porte des entreprises et du marché, mais en même temps, on lui demande d'être plus intrusif, plus proactif, plus intervenant, plus précis, plus musclé, pour tout ce qui concerne le cadre. Alors, ça me donne l'occasion de renvoyer à une école économique néolibérale, c'est l'ordolibéralisme. Qu'est-ce que c'est que l'ordolibéralisme? C'est justement cette théorie qui dit l'État doit rester à la porte des entreprises et du marché, mais il doit intervenir beaucoup plus sur le cadre. C'est ce que veut dire Ordo. Dans ordolibéralisme, Ordo, c'est Ordnung en allemand. Eucken, lui, au départ, il ne dit pas Ordo, il dit Ordnung, O-R-D-N-U-N-G, Ordnung, et ensuite c'est devenu Ordo. Alors c'est devenu Ordo parce que la revue créée par Eucken dans les années 30 s'appelait Ordo. Et donc en Europe, en Allemagne, en France et ailleurs, on a fini par adopter cette dénomination d'ordolibéralisme. Mais ce que tu dis toi et ce que je dis moi, en fait nous sommes en train, toi et moi, de thématiser l'ordolibéralisme. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe? C'est Alstom est un bon exemple de ce que tu dis. Ce qui se passe en ce moment. L'État est intervenu. Dans un premier temps, c'est le président de la République qui était ministre à l'époque, et maintenant il réintervient. Et entre-temps, on a fichu des dizaines d'ouvriers au chômage, pas seulement des ouvriers, les cadres aussi. Ben, sur Alstom, alors je le dis tout de suite, je ne suis pas un spécialiste de la filière nucléaire et je n'ai pas la prétention d'apporter une réponse ferme et définitive à ta question. Mais l'intuition que j'ai est éclairée par nos travaux et nos réflexions. Mon intuition, c'est que en 2015, quelque chose comme ça, quand Macron était ministre des Finances, il a encouragé la vente par appartement de je ne sais trop quel appartement de la filière nucléaire, un bon paquet d'ailleurs, un bon paquet, et qu'il se rend compte aujourd'hui, dans un contexte complètement nouveau, qu'il a fait une bêtise et que ce qui l'a motivé à l'époque, c'était de servir la soupe à un grand groupe du CAC 40, un grand groupe mondial d'ailleurs, hein, et ce qui le motive aujourd'hui, c'est malgré tout l'intérêt national, qu'il voit qu'il a besoin de certaines compétences majeures que Alstom maîtrise. Il en a besoin s'il veut créer, construire de ce qu'il appelle des mini-EPR, si je ne me trompe pas, dans les centrales nucléaires existantes. S'il veut faire ça, il faut qu'il maîtrise toute une série de compétences techniques très, très fortes, hein, très pointues, et il se rend compte 5 ans ou 7 ans après qu'il a fait une grosse bêtise. Et bon, il revient dessus. J'ai écouté avec intérêt l'échange qu'a eu Fabien Roussel avec les économistes de France Inter hier matin. Fabien Roussel
est d'accord avec Macron sur ce point, pour faire revenir Alstom dans le giron national. Il est d'accord pour maîtriser toutes ces compétences que maîtrise Alstom. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui, non? S'il n'y en a pas, nous allons mettre fin à cet échange. Mais cette conférence sera diffusée en vidéo dans la semaine. Voilà, donc Jean-Pierre Crémieux me demande de rappeler que d'ici 2-3 jours, bien sûr, comme toujours, vous trouverez cette conférence sur le site des Amis de la Liberté, et ainsi que le texte d'accompagnement. Et ça me donne l'occasion de dire que dans un petit peu plus tard, on va dire dans 4, 5, 6 jours, 7 jours, nous mettrons en ligne le texte global des 6 conférences que Hugues et moi avons faites. Le texte global, là actuellement, enfin d'ici 3 jours, vous aurez 6 textes, 6 fichiers. Donc ce sera peut-être plus pratique et plus sympa si vous n'en avez qu'un seul. Et donc nous allons nous occuper de ça incessamment sous peu. Voilà, donc eh bien à une autre fois, nous espérons que cette conférence, puisque là j'inclus celle de Robert Charvin, nous espérons que cette conférence vous auront enrichi, et donc à une prochaine fois, peut-être en mai, peut-être en juin. Merci.